Bien, la pause étant finie, on va, je vous propose de terminer la pause et de changer complètement de registre. On ne parle pas d'informations scientifiques et techniques, ni de brevets. On parle de ce qui sponsorise aussi ces journées, donc c'est pour ça que c'est au programme, mais pas tellement, puisqu'en fait on parle d'information, de collecte d'informations, et on est sur du traitement d'informations grande échelle, avec une application interdisciplinaire sur des données environnementales et sociétales. En fait, c'est ce qu'on a fait. En fait, on a créé un laboratoire de recherche sur l'île de Port-Cros. Donc, je vais faire d'abord l'historique pour reprendre le contexte de ce que l'on a construit et vers où on va, puisqu'en fait, il y a un futur à partir de cette année. On commence un certain nombre de choses. Le projet, en fait, Port-Cros, c'est une île juste à côté, extrêmement touristique, et en même temps, c'est aussi une zone protégée. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un environnement paradisiaque, vous allez voir quelques photos, avec la problématique des écologues qui sont là pour protéger la nature et qui également sont là aussi pour ouvrir cet espace au public. Manque de peau pendant des périodes. L'ouverture de cet espace au public se fait au détriment de la protection de la nature. Clairement, on apporte des nuisances sur l'île et c'est extrêmement gênant. Le problème, c'est qu'on ne sait pas mesurer cette capacité de charge, à partir de quel moment il y a trop d'humains sur l'île et on perturbe la faune et la flore. On ne sait pas le faire. Et pour ça, le laboratoire d'informatique et systèmes, le LIS, où il y a des bioacousticiens qui travaillent, sont chargés de mettre en place des indices acoustiques de la biodiversité. Le programme CAPTI, c'est beaucoup plus vaste que ça. Il y a des sciences de gestion, sciences économiques, il doit y avoir des chimistes, des physiciens. Je vous parle de juste une petite partie du programme CAPTI. Et donc, la partie biodiversité, où ils analysent le paysage acoustique, à savoir quels sont les animaux, la faune présente, et pour déterminer ce qu'ils appellent le caractère acoustique, en gros, le bruit environnement sur le parc, qui permet de dire, voilà, il y a une densité de population, deux types de population de bestioles, et ce genre de choses. Et le but et l'objectif de faire une estimation acoustique de la capacité de charge, c'est-à-dire essayer de projeter à partir de quel moment il y a des variations dans ce paysage acoustique qui seraient dues à la présence d'individus, enfin de l'humain. L'INSIC est partenaire en fait de ces travaux où c'était suite à des discussions de déjeuner autour d'une table rue où on s'est dit mais si vous arrivez à mesurer quand c'est que la charge est dépassée au niveau de l'environnement dans lequel on est, si nous on met en place des campagnes d'influence et de communication, de persuasion des gens de faire moins de bruit, vous seriez capable de mesurer si nos campagnes ont eu un effet ou pas. Et donc c'est tout ça qu'on a monté depuis lors, à savoir essayer de déterminer des seuils d'efficacité, des modes de sensibilisation. Donc le pré-protocole a été fait en 2016, où on a mis des capteurs suffisamment précis pour représenter le paysage acoustique. Donc là, pour les aspects techniques, 96 kHz, 16 bits sur 2 voix, donc en stéréo. Et grâce à ça, on arrive à capter ce qui se passe. Version vulgaire, les chiroptères ou la cigale, on arrive à détecter quand il y a des gens qui passent, et donc du coup, puisqu'elle s'arrête de crier, mais ça va au-delà de la cigale, puisque ça c'est extrêmement facile. Il y a plein de petites bêtes que l'on dérange, ne serait-ce que par notre présence. Et nous, la charge au niveau de l'INSIC, ça a été d'élaborer des modes de communication comme levée d'action de cet impact, savoir essayer de voir comment est-ce qu'on allait influencer les gens à ce qu'ils veillent à ne pas faire de bruit, parce que c'est assez difficile à dire, mais chut, les cigales sont en train de chanter, juste pour le phénomène sociétal. L'été dernier, je crois que c'est la mairie de La Ciotat, a reçu des plaintes de touristes parce que les cigales les empêchaient de dormir la nuit. Donc si nous, sur le parc, on dit faites attention, n'embêtez pas les cigales, vous voyez, on est dans un équilibre délicat. Hein. Comment est-ce que je protège la nature alors qu'elle m'empêche de dormir? Donc, grâce à l'axe information, donc le pôle information, on a obtenu des fonds pour pouvoir démarrer en fait en 2016 une démonstration d'incidence du comportement anthropique, à savoir
le fait que l'homme nuisait la nature, ne serait-ce que par sa présence, c'était pas démontré. Ça a été fait il y a eu un article dans Nature en 2017, mais à l'époque, c'était pas fait. Nous, on n'a pas fait l'article dans Nature. On est sur une petite échelle, puisqu'en fait, on cherche aussi, d'un côté, à vérifier comment est-ce qu'on établit la capacité de charge d'un environnement, d'un écosystème, et de l'autre côté, comment est-ce que je peux influencer les gens à ce qu'ils ne fassent pas, à ce qu'ils protègent en fait l'écosystème. La zone d'étude, je vous disais, c'est l'île de Port-Cros. Vous voyez une petite vue satellite. Donc vous avez des petits sentiers avec un phénomène assez particulier. On débarque ici sur l'île. C'est pratiquement le seul endroit. Toutes les liaisons avec la Terre, depuis Toulon, hier, qu'est-ce qu'il y a encore comme, il doit y avoir le Lavandou, c'est ça. Il y a 3 zones, ça arrive et ça débarque ici. Vous avez 2 sentiers. Le premier sentier, à partir du port, il va faire tout le tour, il va amener sur une petite plage qui est par ici. Et l'autre plage, elle est de l'autre côté là-haut. 2 grandes plages. Oui. C'est quoi la taille de l'île? La taille de l'île, tu as raison, il faut 4 heures pour faire le tour à pied. Mais bien marché. Hein. Il y a une vingtaine de kilomètres à peu près pour faire le tour. Non, je te pose la question parce qu'il y a un environnement assez similaire en précédent qui s'appelle Thierry Otandi, c'est un projet en fait volontariste. Oui. De remplacement en fait d'une île qui a été Dévastée. affectée par la présence humaine. Mmh. Ils vont bien avancer. D'accord. C'est un peu la même courbe. Ben, oui, tu vas avoir en fait donc là du coup 2 endroits pour y aller, ça veut dire que les gens ils débarquent ici, le seul truc qu'ils vont faire en été, enfin même entre septembre et octobre et du mois de mai jusqu'à octobre, le seul truc qu'ils font, tu débarques ici, tu vas à la plage, ici tu as 3 restaurants et point. Sur l'île il n'y a rien d'autre, c'est interdit d'y rester, c'est une zone à la limite, ces sentiers-là sont interdits pendant l'été parce que c'est extrêmement boisé et donc on est sur un environnement où on pouvait contrôler, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que les gens débarquent quelque part, ils vont forcément sur une plage ou sur une autre, et ils passent le plus souvent par le même canal, à savoir le même sentier. Est-ce que c'est encadré ou tu peux y aller? Bah, couper à travers, là c'est des broussailles, tu peux pas y aller. Ouais. Faire le grand tour quand il fait chaud, tu le fais pas. Ouais. Voilà, donc il y en a bien quelques-uns, mais nous on s'est arrangé pour se mettre dans des endroits où on canalisait et je pense qu'on arrivait à cloisonner une très grande majorité de la population. Quand je dis très grande, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on était à 100% parce qu'on n'a pas mesuré les autres canaux, on n'avait pas assez de personnes pour voir, mais voilà, on n'en a pas loupé beaucoup. Si on en a loupé, c'est epsilon, c'est négligeable. Et sur les sentiers, on posait des questions en fait aux visiteurs. Voilà, c'est des différentes questions. À quelle fin en fait c'était du typage de population. Le but c'était de savoir, de connaître en fait les gens qui venaient. Parce que l'hypothèse qui est derrière, c'est que la façon d'influencer, de convaincre, elle dépend des populations que j'ai. Tu ne vas pas expliquer, protéger la nature de la même façon à quelqu'un qui a fait des études que quelqu'un qui n'a pas fait d'études. C'est la version simple de la chose. Et donc l'idée c'était d'essayer de voir les populations en question. Est-ce que vous êtes d'accord de protéger la nature? Est-ce que pour vous, cueillir des fleurs par les forces, c'est le même problème? Pour nous, ça l'était. Voilà, on voulait connaître le degré de sensibilité des personnes. Et on se postait au niveau des chemins. Et ici, on faisait remplir en fait les questionnaires papier. On récupérait les questionnaires et après, ils passent sur le sentier. Ils passaient dans les zones où les bioacousticiens avaient mis leurs capteurs. Donc on a eu 2 jours comparables, on a fait ça sur 2 jours, 2 belles températures. Alors, c'est les données météo, en fait, c'est vachement important parce que le paysage acoustique, il varie en fonction de la température, de l'humidité, de tout un tas de paramètres météo. Donc on avait 2 jours qui étaient à peu près comparables, il avait fait très beau. Et ce qu'on a pu montrer, c'est qu'on avait donc 2 journées. Et là, la pression anthropique, vous voyez, on a un phénomène, ça c'est le nombre de passants en fait qui sont passés par période. Donc on a 2 jours à peu près comparables en gros. À un moment donné de la matinée, on a eu le même nombre de personnes qui sont passées que le lendemain. Donc ici, voilà, 75 personnes à 11h50. D'un côté, on est à 75 et là, on est à 80. On est à peu près au même nombre de personnes qui passaient par jour. Et en fait, on a un décalage de la fréquence moyenne qui a été capté au niveau acoustique.
qui fait qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire, le premier jour, ça c'est le phénomène, j'aime bien. Pardon. Veuillez éteindre vos portables, s'il vous plaît. La pollution sonore. La pollution sonore. Et éteignez vos portables. Non, mais c'est pas vrai, je suis désolé. J'étais en train de dire, voilà, il s'est passé quelque chose. Ici, on a engagé les gens. On a utilisé en fait la communication engageante. Alors, ce que je vous ai montré dans le questionnaire, à la fin, il devait dire « Je m'engage à ne pas faire de bruit ». Le lendemain, même questionnaire, mais on ne disait rien. On voulait juste connaître la population et on ne leur demandait rien. Et le jour où on leur demandait de s'engager, il s'avère que la fréquence moyenne qu'on en entendait au niveau acoustique a été réduite à ce niveau-là par rapport à ce jour-là. Donc, est-ce que c'était des phénomènes de parole et autres? Ça, c'est les bioacousticiens qui nous l'ont dit. Il s'est passé quelque chose, c'était sûr. Si tu avais mis le 11 septembre, je pense que ça aurait fait plus de bruit. Ça, c'était malin. Donc, en fait, ce qu'on a pu montrer, c'est que le fait de demander aux gens de faire moins de bruit, ça a marché. Ça, c'était clair, ça fonctionnait. Par contre, on sait que la population que l'on a eue, c'était des cadres, des personnes éduquées. Si on était dans un cadre, je dirais, de sensibilisation extrêmement facile. Les gens qui vont sur Port-Cros, ce sont des gens qui souhaitent protéger l'environnement de toute façon. Donc c'était facile, un public facile. Vous voyez, c'est comme des étudiants qui demandent toujours plus quand on est enseignant. C'est rare, oui. Bon. En fait, l'idée, c'était que le protocole fonctionnait et qu'on allait pouvoir le remettre en place. Et donc en 2018, on y retournait, mais ce coup-ci pour 4 jours. Au lieu de prendre un seul sentier, on a pris les 2 sentiers. Et là, on a couvert absolument toute la population qui est rentrée sur l'île. On a mis 3 capteurs par sentier. Le premier qui va nous servir de référence, le bruit de référence, on n'a pas à sensibiliser rien. Un deuxième capteur qui va, je vais les détailler. Il n'y avait pas trop de cigales. Le désavantage de la cigale, c'est qu'elle couvre tout. À elle toute seule, elle fait tous les bruits, toutes les fréquences, c'est une horreur. Donc les bioacousticiens, ils ne l'aiment pas. On se positionnait en fait sur les 2 sentiers qui mènent à chacune des plages. 7 chercheurs étaient mobilisés en fait sur l'île. Ils étaient très contents. Il y a des stagiaires aussi. Et on a eu des conditions météo absolument équivalentes. Et en plus, très bonnes. En fait, on positionnait un premier capteur en départ du chemin. Ça, c'est le chemin qui va le plus court. Il permet de visiter aussi, d'avoir des points de vue assez magnifiques. C'est le chemin le plus emprunté pour aller sur l'île principale, sur la plage principale. Un premier capteur qui était positionné, je ne sais pas si vous voyez bien l'image, là par terre, hein, au niveau des arbres. Ici, on positionne le premier capteur. Il nous sert de niveau de référence. Il nous permet d'enregistrer, en gros, le bruit générique de la personne ou du groupe qui est en train de passer. C'est le niveau. 4 minutes de marche après, il y aura le deuxième capteur. Entre-temps, suffisamment loin pour pouvoir éviter de nuire en fait au bruit du capteur, on interceptait de façon directe ou indirecte. Le premier jour, on les a simplement comptés. Compter les passants et caractériser si c'est un homme, si c'est une femme, et on essaie d'évaluer l'âge au pif, enfin, fourchette d'estimation. Donc, ça c'est le point de captation. Le deuxième capteur, au bout de 4 minutes, donc c'est le temps qu'on avait estimé en se disant là ils ont déjà oublié qu'ils nous avaient vus. Ouais. Et le dernier, 4 minutes de marche après s'être extasié sur le point de vue, etc. Où là on a complètement oublié, on est objectif, je vais à la plage. Et donc on a fait exactement le même protocole. Voilà, donc les différents capteurs, j'ai marqué ça, je n'aurais pas dû le mettre, voilà. Même protocole de l'autre côté, à savoir là c'est l'autre côté, l'autre plage, la plage du bas, un capteur de référence, le capteur de la zone d'accueil, un deuxième capteur, puis un autre, en fait, en suivant dans le chemin, 8 minutes après. Pour caractériser en fait les patients, on a amélioré notre système, plutôt que de leur faire remplir un papier, on utilisait des tablettes. Donc il a enregistré en fait les données, ça a été un petit peu compliqué parce que ça changeait un petit peu la façon de caractériser. On a pu voir cette année qu'on arrive à capter, enfin capter. Le problème c'est que
quand on arrête un passant, il ne faut pas oublier qu'on enregistre sur toute la journée le son. Et donc le passant, quand on l'arrête, il va permettre au bioacousticien de connaître l'heure de référence à laquelle il a une idée que passe quelqu'un. Nous, en tant qu'humains, on arrive facilement à reconnaître des humains. Mais dans un paysage acoustique, faire reconnaître à des machines le fait qu'un humain est passé, c'est pas la même. Et grâce en fait à nos données qualitatives d'heures de passage des individus, on donne aux bioacousticiens une information qu'ils insufflent en fait dans leur algorithme de recherche pour identifier, pour cloisonner des périodes de passage d'humains. Et quand on répète ça sur l'échelle, les machines apprennent à reconnaître le passage d'un humain dans l'environnement acoustique. En gros, ils apprennent à voir aux machines, ou plutôt à entendre correctement aux machines. Et c'est là où on est, l'interdisciplinaire agit d'un côté. Nous, on récupère l'info vos actions de communication ont eu une incidence sur le comportement des gens, et réciproquement, nos actions de communication caractérisent en fait les passants, leur permettent à eux d'améliorer leurs algorithmes d'écoute, de fonctionnement, leur algorithme de bioacoustique, tout simplement. Donc avec les applications Android, le gros avantage, c'est quand vous cliquez sur OK, je démarre le questionnaire. Si vous avez interpellé quelqu'un, vous l'arrêtez, on démarre le questionnaire, on a un tempo. Une fois qu'on enregistre le questionnaire, que le passant va partir, on a un deuxième tempo. Et ces données-là sont à la seconde près. Quand on faisait ça avec le papier, on les avait au mieux à la minute. Mais on n'avait pas ni le début ni la fin, on avait une estimation à la louche, quoi. Donc on a amélioré d'un facteur à la louche au moins de la précision d'au moins 1 minute. Et du coup, vu qu'on avait 4 jours, on a mené en fait différents protocoles. À savoir le mardi, on ne faisait aucun protocole de sensibilisation, c'est tout simplement dénombrer les passants sur les 2 sentiers. On dénombrait l'heure de passage et estimait les personnes, des hommes, des femmes. Le mercredi, on a mis cette affiche-là, un peu partout sur le chemin, silence, pas de bruit. Donc on est sur un mode de communication visuelle, pas trop intrusif. Alors c'est vrai que l'affiche, elle n'était pas grand pro, mais enfin voilà, je l'ai juste dans le bureau. Le 3e jour, on a mené d'un côté un engagement, même méthode que l'année d'avant. Le but, c'était de comparer d'une année sur l'autre. Si on a la stabilité, on conclura que oui, notre protocole fonctionne, qu'un engagement fonctionne. L'après-midi, sur l'autre sentier, l'engagement de type collectif. En fait, on avait beaucoup de groupes qui passaient dans cet endroit-là, une espèce qu'on avait remarqué la veille. Donc du coup, l'engagement collectif, c'est en gros, on pose des questions en fait au groupe. Il y en a combien qui pensent que la nature, il faut la protéger. Il y en a combien qui pensent que la faune, cueillir des fleurs, c'est pareil que faire du bruit, d'un point de vue impact anthropique. Et est-ce que vous êtes d'accord pour dire que vous n'allez pas faire de bruit aujourd'hui parce que vous êtes dans le parc? Voilà. On lève la main, ceux qui lèvent la main, et on compte le nombre de personnes. Et ça, avec la tablette, c'était 3 clics. Et paf. Le dernier jour, c'était une sensibilisation de type neutre, où en gros, on essayait de leur dire, voilà, faites attention, la nature, il faut la protéger, Et donc ces 4 jours en fait, donc voilà les différentes affiches. Daphné, ma collègue qui était dans l'équipe, là elle est en train de désigner en fait un endroit où on a posé un capteur. Alors il faut faire attention, il y en a un, on l'avait mal posé, et évidemment on l'a retrouvé le soir au port, il y a une dame gentiment, regardez ce que j'ai trouvé, bon, notre capteur, ok merci. Ça tombe bien, c'était l'après-midi, donc c'était pas une période où on caractérisait les passants, mais bon. Donc les sensibilisations de groupe. Donc on a mené en fait des échantillons assez importants, puisqu'en fait en gros sur les 4 jours on a quand même collecté les données de 1000 personnes. 1000 personnes, ce qui commence à faire en fait du monde, point de vue enquête. Au niveau des caractérisations, donc on a des informations de sexe, on a des informations de population, on a des informations d'âge et les types de groupes, si c'était des amis, des couples, etc. Alors là c'est une caractérisation, comme on appelle ça, biaisé, puisque c'est ça, pifométrique de celui qui prenait l'info, mais c'est pour nous donner une idée, il faut voir s'il y a on va chercher en fait les corrélations éventuelles avec ce qui se passe au niveau acoustique. Hein, puisque en fait au total ce sont 100 gigas de données acoustiques qui sont encore en train d'être traitées. Je sais que certains sont sensibles à cette quantité de données, ça fait généralement peur. On a rajouté en plus, ça date de la semaine dernière, des éléments d'ordre météo, la pression, l'indice humidex,
la température, qui ont une incidence, à mon avis, enfin, et d'évidence sur le paysage acoustique, et à mon avis sur l'humeur des gens. C'est fort probable. Bon, je n'ai pas d'études qui le prouvent, mais ça peut être amusant parce que là, en gros, on a construit le labo qui va nous permettre à terme de la mener. Donc les analyses sont toujours en cours. Là, j'ai surpris les stagiaires en train de contempler l'île qui était juste en face, Port-Cros, pour vous donner le caractère, le paysage, hein, en fait. C'était l'environnement du laboratoire de recherche. Je sais, ça fait envie. C'est le vent qu'il fallait regarder. Le vent, oui, mais on ne le voit pas, où il n'y a, a pas de pointe. En tout cas, en attendant les résultats, alors ce qui est amusant, j'ai posé en 2019 un projet région, j'attends toujours l'information, où en gros, on prend le même protocole. En gros, les parties acoustiques et la partie infocom, où on fait l'analyse de la population, où on voudrait passer sur une autre île, l'île de Porquerolles. Port-Cros, c'est une île où la destination, ce sont généralement les amoureux de la nature. Et donc les amoureux de la nature, c'est facile. Lui dire fais pas de bruit, dérange pas la nature, c'est juste le terrain idéal. Je pense que ça ne sera pas la même sur Porquerolles. Et donc ça c'est une hypothèse qui est d'évidence. Par contre, trouver les moyens d'éduquer et de sensibiliser les gens qui vont sur l'île de Porquerolles, c'est hyper important pour le parc et pour l'environnement. On est dans quelque chose qui serait applicable ailleurs. Par contre, il faut calibrer les instruments en fait pour adapter. En gros, le paysage acoustique n'est pas le même. On a aussi des zones d'études pour faciliter en gros la tâche, parce que si notre protocole il tombe en l'air si des gens arrivent sur les chemins en rentrant par d'autres chemins. À Port-Cros, on sait qu'il n'y a pas d'Indiana Jones qui traîne. Parce qu'il faut une machette, passer à travers les sentiers, c'est pas faisable. Sur Porquerolles, c'est pas pareil. C'est vraiment, on n'a pas une végétation aussi dense, c'est un peu plus facile, je dirais, que de trouver des chemins de traverse. Le projet en tout cas a été retenu, je ne sais pas s'il va démarrer en 2020, donc le but c'était d'étendre ces analyses, prendre le bruit comme facteur de satisfaction ou pas, donc là c'est l'alliance avec le Sergam qui est aussi où en fait il s'interroge, c'est est-ce que dans la partie satisfaction, est-ce que le fait de faire du bruit va aussi gêner? Et là pour le coup on est sûr d'avoir recueilli en tout cas sur les blogs qui disent je suis allé à Porquerolles cet été, ouais mais il y avait trop de bruit, c'était infernal, ça on l'a lu. Est-ce que vraiment c'est généralisable, puisque c'était un seul individu? Ça nous permettrait en fait de tester ce genre de choses. Et en alliance avec nous, est-ce que la notion de bruit comme, je dirais, critères sur lesquels il faut sensibiliser les gens, c'est la même chose que n'importe quelle notion. Ne pas mettre de feu, ça me paraît évident. Mais c'est juste, voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas la même chose de ne pas faire de bruit. Et est-ce que c'est vraiment généralisable ou pas? Et enfin, automatiser les procédés de mesure. L'idée, c'est d'arriver à se dispenser des bioacousticiens pour dire oui ou non, votre action de communication sur ne faites pas de bruit a eu un impact ou pas. Ouais, ce que je veux dire, à l'heure actuelle, il faut qu'on attende les résultats des bioacousticiens. Ils n'ont pas encore trouvé d'indicateurs qui permettraient de faire une boîte autonome pour lequel c'est un des objectifs en fait, du projet. C'est évidemment, la dernière corrélation, c'est l'indicateur de charge écologique, puisqu'à partir du moment où on a une boîte qui nous permet de dire il y a eu trop de bruit humain, on sait qu'il y a eu trop d'humains, point. Et pour les parcs naturels, c'est un peu important. En tout cas, il y a une bourse régionale qui nous est financée sur quelque chose d'un peu complémentaire, où en gros on sait qu'il y a des pics de charge, et on va essayer de contrôler ces pics de charge à l'aide du référencement web. Les touristes venant sur l'île, de toute façon, comme tout touriste à l'heure actuelle utilise Internet pour préparer son voyage, nous, on va essayer de contraindre la façon de s'indexer sur le web pour faire en sorte qu'ils ne viennent pas forcément sur les zones à risque, telles que Port-Cros. Et donc ça, c'est une alliance stratégique, on a quelques idées. En tout cas, on s'appuierait sur le programme Acervena pour la partie typage de population, pour essayer de caractériser les individus et trouver le vocabulaire qui permettrait de faciliter la communication, même indirecte à travers le web, et évidemment mettre en place des stratégies de communication qui soient non plus individuelles, puisque Port-Cros communique pour Port-Cros, la ville de Hyères communique pour la ville de Hyères en se servant de Port-Cros, et pareil pour tout ce qui est autour. Donc on a plein de points, de sites qui disent hey, c'est ici le mieux. Éventuellement ils disent la proximité de Port-Cros, par contre il n'y a jamais eu de concertation au point de vue plan de communication communautaire qui ferait qu'on a quelque chose à faire sur la façon de s'organiser par rapport à l'indexation. Et là, on est sur quelque chose de relativement nouveau, on ne sait pas bien faire, c'est pour ça qu'il y a
une bourse de recherche. Et j'ai fini de vous parler de ça. Voilà globalement donc, le programme. Je regardais si j'avais d'autres photos, mais non, je n'en ai pas. Et ton rôle, David, en fait, dans ce projet? Ah, je suis responsable en fait du projet Captil avec à l'échelle animateur. Je préfère animateur, puisque en gros j'allais soutenir mon HDR. Ils m'ont dit on n'a plus personne sur Captil. Tu veux pas en être? Je ne sais pas dire non. C'était une femme qui m'a demandé. Ah oui, c'est pas. Zut, il y a la caméra. Trop tard. Bref, donc du coup, j'ai dit oui. Et comme en fait j'étais déjà en partenariat avec Blotin, où on avait mis en place le protocole interdisciplinaire. Et donc le gros projet Captil, c'est moi qui l'anime, ça veut dire c'est les réunions annuelles, où là il y a les chimistes qui font leur caractérisation. En gros, ils essayent de mettre en place des outils de mesure biochimique qui permettraient de déterminer la présence, l'impact humain, pour faire vulgaire, la quantité de crème solaire que l'on trouve dans l'eau, pour faire la version simple, et en gros avoir des détecteurs qui soient autonomes. À l'actuel, ça part on prend de l'eau, on va au labo, et une semaine après, on a le résultat. On n'a rien en temps réel, ni quoi que ce soit. Et donc, du coup, j'anime le projet, et c'est moi qui ai déposé en fait les projets en continuation, les bourses de recherche et autres, et en gros, c'est une continuité, en gros, c'est un programme de recherche. C'est juste pour dire que je ne fais pas que du brevet. Merci. Si tu me permets sur le brevet, sur la Ciotat, tu as une PME-PMI qui a été faite par un chercheur marseillais qui fut le premier à mettre au point la lutte anti-bruit active que tu retrouves dans tous les casques. Et en même temps, je veux dire, la lutte active contre le bruit, je sais qu'il dépasse le casque et qu'il commence à penser aux bulles. Puisque, et je ne sais pas si tu sais le principe, mais c'est émettre l'onde inverse, opposée de face, qui fait que tu ne perçois pas le bruit. Donc je vais dire, en te provoquant, on pourrait aussi penser aux gens qui font du bruit avec la voix, les doter d'un bip qui en fait neutralise le bruit qu'ils font, puisqu'il est facilement coupable de la cigale ou du bruit de la nature. Donc, autrement dit, pour neutraliser le bruit dans des endroits, je dirais, plus sanctuaires. Oui. Pourquoi pas, pourquoi pas. Là, on a réussi à convaincre, en fait, là où on était convaincant par rapport aux partenaires, c'est que convaincre des gens de ne pas faire de bruit, c'est en gros convaincre les gens de protéger. Non, mais... Et on est sur une sensibilisation éco-environnementale où on leur dit ok, faites pas de bruit, ça c'est la preuve que vous êtes engagés à protéger la nature. Alors maintenant, celui qui fait pas de bruit pour aller mettre le feu, je suis d'accord, ça se discute, mais globalement, on reste dans quelque chose de... sensibilisation, je suis tout à fait d'accord avec toi, il est super important, je pense que c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que éventuellement, cet autre aspect-là, parce que si on pense généraliser, on peut penser à la communication engageante, mais tu peux penser aussi à la lutte active contre le bruit pour arriver à... Et je te redis, enfin, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais il y avait le leader de cette technologie-là qui était à Marseille, qui était à La Ciotat. Oui, c'est vrai qu'en gros, on pourrait peut-être mettre en place le système pour voir s'il marche. Ça, c'est ce que permet directement, parce qu'en gros, je l'ai présenté comme un laboratoire expérimental. On met en place par rapport à la sensibilisation, mais en gros, c'est cloisonner des gens, veiller à ce que ces personnes-là, on est sur des expérimentations sur l'être humain qui sont assez, je dirais, originales. On est dans on couple le quantitatif et le qualitatif avec l'objectif de faire des mesures objectives du résultat d'une campagne de sensibilisation, de communication. Je ne l'ai pas vu ailleurs. Faire le... En fait, au départ de ton projet, je n'avais pas compris ça. J'avais compris, en fait, je m'excuse, ouais, mais tu fais bien aussi. J'avais compris que tu voulais faire une analyse de bruit pour mesurer la richesse de la biodiversité. Ça, c'est ce que font les autres.
les bioacousticiens. Donc ils font déjà ça en fait. Ça, ils le faisaient déjà. D'accord. Et nous, ce qu'on a rajouté, enfin moi, ce que j'ai rajouté, c'est je sensibilise les gens et tu me mesures si ma sensibilisation est efficace. Et c'est en ça qu'on est interdisciplinaire à mon sens, et que d'un côté, eux, ils font leur paysage bioacoustique, leur diversité de population, et ils arrivent même à compter, hein, pour te dire, eux, ils appliquent, je crois que sa spécialité, c'est les baleines, c'est ça, et ils arrivent à dire l'âge de la baleine qu'ils captent à 10 km de Porquerolles, hein, ils ont des capteurs en fait sous l'eau, ils arrivent à dire l'âge de la baleine, la population, et s'ils étaient déjà passés. Donc en gros, c'est mieux que les yeux, parce que les écologues, ils ont du mal, hein, ils sont obligés de les taguer, choses. Eux, ils arrivent à dire ça juste par le bruit en fait qu'ils font. Et il fait ça sur les chauves-souris, sur les rats, enfin, estimation des quantités de population. Donc ils ont vraiment plein d'applications de type bioacoustique. Et là, l'idée, c'était de coupler les deux. Avec d'un côté, nous, la partie sensibilisation, et ce qu'on a enrichissé en fait, en taguant les gens, en qualifiant les gens, c'est sur le fait que pour eux, il y avait du passage d'individus. Passage d'individus égale amélioration des calibrages. Et donc, il arrive à isoler ce qui est bruit humain de ce qui est bruit naturel du paysage acoustique. Et grâce à ça, en fait, ce qu'on espère aller, c'est sur l'outil qui dit voilà le paysage acoustique de cet environnement, et quand il y a trop de personnes, il est dégradé, et on arrive à seuiller en fait ce nombre de personnes en fait pour déterminer à partir du moment où il y a eu une charge anthropique trop importante. Et c'est là que je pourrais dire que je seuille 40 visitants, et c'est là que je veux dire oui. que tu pourrais dire, genre, avec un minute active, je monte à 60. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est l'argument qu'on a par rapport aux politiques, parce que c'est des enjeux un petit peu compliqués. Hein. D'un côté, tu as la ville de Hyères qui dit les touristes venaient. Hein. Évidemment, ils venaient parce qu'on a Porquerolles. Et d'un côté, tu as les écologues qui disent Porquerolles, vous êtes mignons, mais. et ils n'ont pas le droit de dire stop. Et ils ne savent pas montrer qu'il y a eu trop. Et donc, du coup, là, on essaye d'apporter l'outil qui dit non seulement il y a eu trop, et au passage, on essaye d'augmenter la quantité qui peut venir en mettant au point des méthodes de sensibilisation pour éviter qu'il n'impacte trop l'endroit où il va. Mais entre autres, pour continuer sur mon idée imbécile, je crois que les constructeurs automobiles ont travaillé sur des systèmes de réduction active du bruit pour les habitacles de bagnoles. Pour plus entendre le moteur, pour plus entendre les choses derrière une voiture. Donc ça veut dire que dans le brevet, on devrait bien voir trouver des choses. Et comme tout système, s'il faut que tu portes un capteur solaire ou une batterie pour aller à la plage, pour pas faire de bruit, déjà que les gugus, ils ont du mal à pas faire de bruit. Tu n'en sais rien, dans les casques sur les oreilles, ça occupe presque rien, c'est même pas un petit bout. Oui. Bon. Un bouton, voilà. Un petit bouton cravate. Écoute, sur ces choses, sur ce, je vous invite à déjeuner.